Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Au sommaire de l'actualité, un rassemblement d'opposants issus de plusieurs pays africains exige le respect des textes fondateurs, l'organisation d'élections libres et du caractère républicain des armées. Un texte a notamment été élaboré afin d'empêcher le maintien du pouvoir de certains présidents. La journée mondiale de la paix est célébrée chaque année le 21 septembre. À l'instar de cet événement, la Côte d'Ivoire met aussi un point d'honneur à cette cause en célébrant le 15 novembre une journée de la paix. Une célébration initiée sous l'ancien président Félix Houphouët-Boigny qui voulait faire de la paix la seconde religion du pays. C'est officiel, la Guinée équatoriale organisera la 30e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Un choix qui intervient alors que le Maroc, initialement pays hôte, a refusé d'organiser la compétition en raison de l'épidémie d'Ebola. Plusieurs opposants politiques africains se mobilisent pour empêcher les modifications constitutionnelles. Les projets de réforme en ce sens sont en débat dans certains pays africains. Mais ces opposants, originaires de 8 pays du continent, se sont réunis ce vendredi à Paris afin de signer une déclaration commune exigeant le respect des textes fondateurs. Les précisions d'Aminata Diak. Depuis le soulèvement populaire au Burkina Faso qui a conduit à la démission du président Blaise Compaoré le 30 octobre 2014, le débat sur les projets de réforme constitutionnelle domine la vie politique africaine. Pourtant, le scénario burkinabé n'est pas un fait inédit sur le continent. En 2012, l'ancien président sénégalais Abdoulaye Wade avait annulé son projet de loi constitutionnelle sous la pression de la rue. Des événements qui ont amené des opposants originaires de 8 pays d'Afrique à signer une déclaration commune exigeant le respect des textes fondateurs ce vendredi 14 novembre 2014 à Paris, la capitale française. Il y a un effet révolution, deuxième révolution burkinabé, qui a renversé Blaise Compaoré qui voulait modifier la constitution. Et cet effet, les oppositions de certains nombres de pays africains capitalisent autour de cela pour essayer justement d'attirer l'attention des partenaires internationaux de ces pays qui, à l'horizon, vont organiser des élections pour ces opposants. Il faut lancer des alertes pour éviter justement que la tentation de modification de la Constitution ne se traduise dans les faits. L'évolution de la situation politique au Burkina Faso met ainsi certains chefs d'État africains en alerte. Plusieurs moyens sont actuellement mis en œuvre pour réduire le risque de contagion de la révolution burkinabé. Que dans la plupart des pays, les télévisions locales, nationales n'ont pas diffusé les images. On passait rapidement l'information. Cependant, les populations, les citoyens, les partis politiques ont pu, par d'autres canaux, accéder à l'information. Et donc, aujourd'hui, il y a de l'agitation un peu auprès de la jeunesse, auprès de la société civile, auprès des partis politiques. Des élections présidentielles vont se succéder en Afrique entre 2015 et 2017 et dans plusieurs pays, des projets de réforme constitutionnelle sont en débat. Reste à savoir si nous assisterons au printemps africain, comme le prédisent certains spécialistes, ou au respect des règles démocratiques instaurées dans les pays concernés. Célébration de la Journée nationale de la paix en Côte d'Ivoire ce samedi 15 novembre. La commémoration de l'édition 2014 a pour thème principal Femmes et paix, quel défi pour une Côte d'Ivoire émergente à l'horizon 2020. Il s'agit également de rendre hommage à l'ancien président Félix Houphouët-Boigny pour son rôle dans la consolidation de la paix en Côte d'Ivoire. Reportage d'Olivier Conan, notre correspondant en Côte d'Ivoire. Houphouët-Boigny toujours dans l'esprit des Ivoiriens. 21 ans après son décès, le 7 décembre 1993, le premier président de la Côte d'Ivoire suscite toujours l'émotion et le respect de la population à Yamoussoukro, son village natal. Le souvenir de Félix Houphouët-Boigny va être magnifié à l'occasion de la Journée de la paix, célébrée chaque année en Côte d'Ivoire le 15 novembre. Il savait apaiser son peuple jusqu'à ce qu'il meure. Et ça a été un grand moment pour nous, surtout son décès. Aujourd'hui, tout le monde regrette le président Houphouët-Boigny. Mais Dieu merci, la Côte d'Ivoire, c'est un grand pays. Il nous a enseigné que sans la paix, il n'y a pas de développement. Et la paix, il nous a tellement enseigné ça que la paix est devenue une seconde religion pour la Côte d'Ivoire. Et il a même institué un jour dans l'année, le 15 novembre. C'est le jour, disons, consacré à la paix en Côte d'Ivoire, un jour férié. Pour Augustin Thiam, le gouverneur du district de Yamoussoukro, les Ivoiriens doivent mettre en pratique les préceptes d'Houphouët-Boigny pour ne plus revivre les difficultés du passé récent. Qu'avons-nous fait de son héritage?
l'avons-nous bien géré? Avons-nous su, comme lui, éviter les conflits, les gérer avant qu'ils n'arrivent? Et souvent la réponse est non. Il nous appartient à nous maintenant de prendre notre destin en main et de suivre enfin les conseils que Félix Houphouët-Boigny a su nous prodiguer, de les mettre en pratique. Et nous saurons à ce moment-là éviter de revivre ce que nous avons déjà vécu. Le président Félix Houphouët-Boigny a dirigé la Côte d'Ivoire de l'indépendance en 1960 jusqu'à son décès en 1993. Pour promouvoir la notion de paix, il a créé la Fondation Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix et le prix UNESCO pour la recherche de la paix. Toujours en Côte d'Ivoire, la CIR, la Société ivoirienne de raffinage, espère lever 200 millions de dollars auprès des banques. La CIR a enregistré un chiffre d'affaires de l'ordre de 1608 milliards de francs CFA en 2012, mais ses marges réduites ne lui permettent pas de s'autofinancer. Selon les projections du ministère de l'Énergie, si aucun investissement n'est réalisé pour renforcer la capacité de production de la raffinerie d'ici à 2020, elle ne sera pas en mesure de répondre à l'évolution des besoins nationaux qui augmente de 2,5% par an compte tenu de ses engagements régionaux. Les terres rouges du Kenya produisent quelques-uns des grands crus de thé de la planète comme le Marinine ou le Kericho. Le thé est d'ailleurs l'une des principales cultures commerciales du pays. Mais aujourd'hui, la plantation de thé est en perte de vitesse. Les agriculteurs menacent d'abandonner cette culture jugée de moins en moins lucrative. Un sujet de la rédaction. Les agriculteurs et les cueilleurs de thé kenyans veulent abandonner l'une des plus importantes sources de revenus de l'économie nationale. En effet, ces chefs d'exploitation gagnent depuis 3 ans 40% de moins par kilogramme de thé vendu et jugent cette situation insupportable. Résultat, ils menacent de déraciner les buissons de thé et se réorienter vers d'autres secteurs porteurs. Cette culture du thé, pour être honnête, est devenue inutile. Parce que le prix a baissé. Les prix des engrais ont grimpé, les prix des pesticides ont augmenté. Maintenant, nous décidons de déraciner cette culture et garder le bétail. C'est avec les revenus de cette production que nous subvenons aux besoins de nos enfants ainsi qu'à leur éducation. Au cours de la campagne 2013-2014, les agriculteurs ont gagné $3 500. Une rente en baisse de 55,41 $ par rapport à la campagne 2011-2012. Le gouvernement de son côté rassure. Le mois dernier, le ministre de l'Agriculture, Félix Koskai, a invité les agriculteurs à poursuivre la culture du thé. Mais pour certains observateurs, le gouvernement devrait mettre en place un mécanisme plus efficace pour amortir les fluctuations des prix. Le marché mondial agricole est régi selon la loi de l'offre et de la demande, et l'offre a tendance à réagir en fonction des prix. Il est donc à prévoir que nous ne pourrons pas avoir l'année prochaine autant de producteurs de thé que cette année, parce que les gens vont regarder d'autres options avec lesquelles ils peuvent remplacer le thé. Je pense que cette baisse continuera parce que les marges de manœuvre dans les marchés de thé sont minces. Nous devons réduire notre offre afin d'obtenir des prix plus élevés. L'Autorité nationale de régulation du thé propose de son côté au gouvernement la suppression d'une liste de 24 taxes. La culture du thé noir constitue la première source d'entrée de devises dans le pays après que l'attentat du centre commercial de Westgate en septembre 2013 ait miné le secteur touristique. L'an dernier, le Kenya a récolté 1,3 milliard de dollars dans la production de cette plante. La CAN 2015 se déroulera en Guinée équatoriale, une satisfaction pour le pays qui va pouvoir organiser seul la plus grande compétition de football d'Afrique. C'est aussi un soulagement pour la Confédération africaine de football avec la fin d'un long feuilleton plein de rebondissements. Les précisions de Marina Vanier. C'est désormais officiel, l'élu venu au secours de la CAN 2015 est bien la Guinée équatoriale. Après les refus de certains pays dont l'Angola d'accueillir la compétition, la Confédération africaine de football a finalement confié l'organisation de l'événement à la Guinée équatoriale. Le Maroc, qui devait être le pays hôte, a été disqualifié suite à son refus d'organiser en raison du danger de l'épidémie d'Ebola. À 2 mois de l'événement, cet accord de ce pays habitué à une organisation aussi titanesque est un soulagement. Je crois que l'Afrique a failli manquer un événement meilleur, un événement qui a fallu être délocalisé de l'Afrique. Et évidemment, la Guinée équatoriale, comme toujours, n'a pas voulu permettre qu'un événement de cette nature puisse être délocalisé de l'Afrique.
C'est la raison pour laquelle le gouvernement équatorien, le président Obiang, a décidé d'accepter la sollicitude de la CAF. Il faut éclaircir que la Guinée équatoriale n'a pas demandé d'organiser la CAN. Il a été sollicité. Si la République de Guinée équatoriale faisait figure de favorite ces derniers jours, c'est parce qu'elle a certains arguments à faire valoir. En plus du soutien total du gouvernement, la Guinée équatoriale a déjà co-organisé la CAN en 2012 avec le Gabon. Elle est aussi pourvue d'infrastructures nécessaires pour accueillir une compétition d'une telle envergure, notamment les hôtels, routes ou encore des stades adaptés. Nous sommes prêts d'accueillir parce que notre président de la République n'est pas un homme à improviser ses décisions. Donc s'il a dit que la Guinée équatoriale va accueillir la CAN, vous verrez que nous allons accueillir la CAN. Nous avons des infrastructures routières, portuaires, aéroportuaires, qui nous permettent d'organiser n'importe quel événement et des stades. La CAN de 2012, nous avions 2 stades. Maintenant, nous avons 4 stades. Maintenant, nous sommes en mesure d'organiser nous-mêmes la CAN. 4 sites ont été retenus pour la phase finale, à savoir Malabo, Ebébéine, Bata et Mongomo. Même si quelques travaux devront être réalisés, tout semble être sur la bonne voie pour le coup d'envoi effectif de la CAN le 17 janvier 2015. Un sujet commenté par Graziella Tchakounte. Et c'est la fin de ce journal. Nous vous remercions pour votre fidélité. Restez avec nous, l'actualité continue sur Africa 24.